Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au syndicat Alliance Police. Et pour en parler, nous recevons le délégué outre-mer du syndicat, Cédric Boyer, bonjour. Bonjour. Et le délégué départemental qu'on ne présente plus, Bakar Atoumani, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Alors Cédric Boyer, vous êtes à Mayotte depuis une semaine, vous faites un peu le tour, vous rencontrez différentes personnes. Quel est le constat déjà que vous faites aujourd'hui ? Écoutez, le constat, c'est que pour les policiers, il est difficile d'exercer leur mission tant les conditions sont extrêmement difficiles. Déjà d'un côté professionnel, où les violences et l'immigration font part du quotidien de leur mission, et puis même dans leur qualité de vie au quotidien, parce que vous savez très bien que c'est important de se sentir bien pour pouvoir bien travailler, et c'est pas forcément le cas à Mayotte. Et justement, vous qui êtes dans les Outre-mer, qu'est-ce qui différencie dans Mayotte? C'est vraiment ça? C'est l'immigration qui différencie? Parce que vous avez dit que, et c'est étonnant, que Mayotte, ce sera la Guyane dans 10 ans. Oui, alors Mayotte ressemble beaucoup à la Guyane dans les infrastructures, les services publics et compagnie. Et la différence avec la délinquance en Guyane, qui je rappelle est le département le plus criminogène de France, où il y a le plus de meurtres, c'est qu'aujourd'hui à Mayotte, heureusement, on ne lance encore que des cailloux et ce ne sont que des armes blanches, même si je rappelle l'extrême dangerosité des armes blanches qui peuvent être létales. En Guyane, c'est remplacé par des armes à feu. Et vous pensez qu'on va y arriver? Ça fait Si peur. Quand vous dites ça, on a l'impression que c'est un constat que vous faites. Que, oui, ce sera la Guyane dans 10 ans. Vous avez l'impression que si on ne fait rien, ça va être comme ça? Le policier que je suis, avec ses 20 ans de carrière, et après m'être déplacé un peu partout en Outre-mer, me laisse penser que si on n'indique pas la situation à Mayotte aujourd'hui, et qu'on laisse la violence continuer à augmenter, oui, forcément, à un moment donné, on va passer à un niveau dessus, et le niveau dessus, c'est le trafic de drogue et les armes à feu. On sait que la drogue, elle circule, notamment la chimie qui fait vraiment un malheur, malheureusement, à Mayotte. Et puis, il y a un nouveau phénomène de gang aussi. Je reviens avec vous, Bakar, là-dessus. On a vu des gangs de filles, maintenant, aussi, qui arrivent de plus en plus, où il y a de plus en plus de filles dans les gangs. Oui, tout à fait. Enfin, il est vrai que en ce moment, il y a un phénomène nouveau quand les équipes qui sont sur le terrain découvrent, c'est que en plus de contrôler des garçons, souvent le soir ou en journée, en fin d'après-midi, alcoolisés et drogués, dans ces bandes, il y a aussi des filles qui, elles, se comportent comme les garçons d'ailleurs. Donc ça devient inquiétant dans la mesure où on est à Mayotte, dans une société où la place de la femme est beaucoup plus pacifique, si je puis dire, et on ne l'associe pas du tout à la vie, en tout cas, avec les bandes et les bandes dehors et à la violence. Donc il y a une prudence qui, nous, de toute manière, on alerte nos collègues pour qu'ils prennent en compte ce phénomène nouveau qui déstabilise quand même les équipes lorsqu'ils interviennent, parce qu'on est encore dans la difficulté de comment intervenir avec ces jeunes filles et ces jeunes individus ensemble alcoolisés et drogués. C'est-à-dire que c'est pas le même discours que vous pouvez tenir avec elles qu'avec des garçons? C'est surtout sur l'utilisation de la coercition. Les équipes, quand elles interviennent, on fait toujours attention, d'abord sur les palpations. Enfin, il y a des règles qu'il faut faire attention. Et ce qui se trouve, c'est qu'elles sont, elles, souvent armées. Enfin, on a vu un collègue encore récemment qui a failli être poignardé par deux filles qui, elles, avaient des couteaux. Et justement, pas les garçons. Par rapport à ça, est-ce que la justice a été assez ferme par rapport à cette fille? C'est quand même une tentative de meurtre quelque part. Mais non, mais c'est ça de toute manière. Non, parce que d'ailleurs nous, Alliance Police Nationale, on n'est pas content de la décision qui a été rendue par rapport pour notre collègue, simplement parce que on estime que lui n'a pas été prise en compte, et c'est seulement la minorité de la jeune fille de 16 ans qui a été prise en compte. Donc placée, en gros, qui a été placée, on est plus dans un but où l'auteur est mis en avant et la victime vraiment cachée derrière. Mais jusqu'à quand? Je rappelle que si la justice ne remplit pas son rôle premier de garantir en tout cas une certaine cohésion et protection dans la société, les citoyens ont déjà
peur, pour la plupart, ne sortent plus le soir et finiront, peut-être, si les policiers sont attaqués et ne sont plus à même de défendre tout le monde, de se rendre justice. Est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce qu'il faut en arriver là? Quel est aujourd'hui le rôle de la justice à Mayotte? Et ça, justement, on en parlera également avec le bâtonnier tout à l'heure quand on sera à 7h30. Mais Cédric, vous avez été reçu par le préfet, Thierry Suquet, moment, j'imagine, important. C'est vrai avec le préfet, tant attendu par le syndicat. Qu'est-ce qui en est ressorti? Écoutez, déjà, il partage le même constat, même si il reste, de par sa fonction, un peu plus modéré sur les choses. Mais il partage parfaitement le constat et l'inquiétude que nous avons, et il nous a apporté clairement son soutien hier. Après, comme dit Bakar, à un moment donné, vous savez, vous pouvez pas... Nous, notre boulot, c'est d'arrêter la violence, c'est de protéger la population, c'est de faire en sorte que les gens qui vivent à Mayotte puissent vivre en sécurité. Mais vous pouvez arrêter 1000, 2000, 3000 personnes si, à l'instant T, quand ils sont présentés devant la justice, ils sont relâchés. C'est comme vider l'océan avec une petite cuillère. Donc on dénonce systématiquement l'absence de réponse pénale. Le ministre de la Justice va bientôt arriver à Mayotte et je pense qu'il serait bon de lui poser la question. On ne peut pas agresser aujourd'hui un policier. Quelle image on envoie à la population si quand on agresse un policier avec une arme blanche, comme on va dire, avec une tentative de meurtre, on ne peut pas se contenter de dire qu'on va mettre une fessée puis c'est bon, leçon de morale et vous rentrez chez vous. C'est pas possible. Moi, je complète en disant que si cette jeune fille réellement est placée, il n'y a pas de logique de contrainte dans un foyer et va repartir. Oui, on rappelle, elle est placée en semaine, en foyer, le week-end chez ses parents. Enfin voilà, c'est une sorte de garde partagée et donc il n'y a pas de prison. Et elle va partir, et va réintégrer le même groupe et risque encore de refaire la même chose. C'est ça aussi la grosse difficulté. Ça peut être autant dangereux pour elle que pour les autres. C'est aussi ça qui est la logique de protection, comme je disais tout à l'heure. Et à un moment donné, la cohésion est menacée puisque les symboles de l'État sont attaqués et il est important de protéger un peu tout le monde. Cédric Boyer, quand Bakar vient sur ce plateau, il nous explique qu'il y a un manque d'effectifs de policiers à Mayotte. Est-ce que vous le ressentez également? Oui, bah évidemment. Quand on voit le nombre de collègues blessés, quand on voit sur des interventions où systématiquement on se retrouve en infériorité numérique face à des jeunes qui arrivent, et je vous rappelle, puisque la topographie, les points élevés font que ça rend les missions encore plus difficiles pour mes collègues. Donc il y a quelques efforts qui ont été faits en termes de véhicules et compagnie. On sait que c'est encore un peu léger sur tout ce qui est équipement individuel. Mais au-delà de ça, être policier à Mayotte, c'est très compliqué, même dans la vie de tous les jours. Regardez, trouver un pack d'eau aujourd'hui sur le département, c'est extrêmement compliqué. J'entends des collègues me dire, bah, écoute, on prend nos enfants, on va prendre notre douche au commissariat parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, c'est pas possible en fait de vivre comme ça. Il y a une action que vous faites, hein, je rebondis là-dessus brièvement, par rapport à la crise de l'eau. Alliance Police, vous décidez d'apporter votre contribution en distribuant gratuitement de l'eau à la PAF de Petite Terre au commissariat de Mamoudzou. Donc vous agissez, vous, de votre côté, un peu comme... On essaye à notre humble niveau de pallier à ces déficits. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir une solution pérenne. Là, on apporte quelques milliers de bouteilles d'eau à nos collègues pour qu'ils puissent les ramener dans leur famille, pour que leurs enfants puissent avoir de l'eau. Mais il faut trouver des solutions pérennes et il faut améliorer les conditions de vie. Parce qu'on peut parler longuement des logements, du nombre de cambriolages, de l'insécurité qui règne, de la difficulté à trouver du logement, du prix exorbitant du logement, de l'accès à la nourriture. C'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire, mais revenons au préfet. La grande différence qu'il y a quand le préfet était venu sur ce plateau au début, on lui avait dit voilà, Alliance Police demande plus de monde, et le préfet a dit non, il faut réorganiser la présence sur place. Est-ce que vous comprenez, vous, ce sentiment de réorganisation? Alors, c'est l'objet même de la création de la direction territoriale de la police nationale. Ouais. Ils ont voulu réorganiser les choses, mais dès le départ, moi qui ai assisté à toutes les réunions à Paris et au ministère, ça a été le leitmotiv à effectifs et moyens constants. Dès le départ, nous avons dénoncé qu'une telle réforme, qu'une réforme aussi ambitieuse, parce que c'était le but, ne peut se faire à moyens constants et à effectifs constants. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, on peut effectivement
voir que nos propos d'il y a 2 ans se vérifient. Il faut du monde. Il faut du monde avec des profils types. Quand il faut des OPJ, il ne faut pas quelqu'un qui est en compagnie départementale. Quand il faut un conducteur canin, il ne faut pas quelqu'un qui fait de l'informatique. Et aujourd'hui, dans les mutations, c'est un peu le fourre-tout. On prend ceux qui ont envie de venir. Et il y a de moins en moins de collègues qui ont envie de venir à Mayotte. Parce qu'ils voient peut-être l'insécurité grandissante. Le manque d'attractivité, l'insécurité grandissante, peut-être aussi la scolarisation de leurs enfants. C'est le chat qui se mord la queue, parce que si les policiers n'ont pas forcément envie de venir à Mayotte alors qu'on a besoin de plus de policiers pour avoir plus de sécurité, c'est un peu compliqué là quand même. C'est pour ça qu'il y a un énorme travail de fond à faire pour rendre Mayotte plus attractif, pour que les policiers arrivent et n'aient pas à galérer pendant des semaines pour trouver un logement où ils pourraient mettre leur famille en sécurité, parce que c'est de ça qu'on parle. Le but, c'est pas de trouver un logement comme ça. Oui. Voilà. S'ils arrivent dans de bonnes conditions, regardez, aujourd'hui, il n'y a aucune offre de restauration collective. Les collègues, pour aller travailler, ils sont obligés de barger. À un moment donné, on assure la sécurité de la population. On a obtenu la gratuité de SNCF en métropole. C'est quand même pas le même montant. Aujourd'hui, j'appelle les pouvoirs publics, le conseil départemental, à travailler là-dessus. Vous avez rencontré justement les représentants du conseil départemental ou pas? Oui, on est en constante relation avec eux. Il y a du travail qui va être fait. Mais vous savez, c'est toujours pareil. Le tout, c'est pas d'être écouté. Il faut être entendu. Il faut qu'il y ait des actes. Donc là-dedans, on parle de finances, on parle de moyens humains. Il faut que tous les acteurs dans ce dossier à Mayotte, c'est pas qu'un problème de sécurité. Il faut que les élus, les associations, les syndicats, les pouvoirs publics, les instances étatiques se mettent autour de la table, mais d'une manière générale, même pour tout l'outre-mer, et qu'on produise un projet pour faire grandir l'outre-mer. C'est ça dont il faut. Aujourd'hui, l'outre-mer a été abandonné par la République depuis des décennies. Là, on voit ce qui s'est passé en Guadeloupe, j'en profite, en Guadeloupe avec les émeutes. Les problèmes expliqués en Guadeloupe, quand on entend les problèmes, ils résonnent comme à Mayotte. Quasiment, c'est les mêmes problèmes. Après, on a vu, donc, il y a eu des émeutes, parce que là, c'est quand même beaucoup plus violent, comme ils réagissent plutôt que... Nous, on est gentils par rapport à ça tire à balles réelles, voilà, c'est ça. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ici, on a des pierres et des chambeaux. Là-bas, ils ont des armes. Mais, en résultat, l'État a envoyé plus de moyens, envoyé beaucoup de monde pour calmer le jeu. Et le cornu qui devait venir ici va en Guadeloupe et pas ici. Mayotte s'est senti un peu délaissé. Est-ce que c'est votre sentiment à vous aussi? Mais je vais même vous dire, l'outre-mer dans son ensemble est délaissé. Là, comme vous l'avez dit, il y a des problèmes, c'est le feu, on envoie des renforts. Mais on est toujours dans la réaction. Et c'est ça le problème en outre-mer. C'est qu'il n'y a aucune anticipation, aucun projet. On arrive, allez, c'est le feu, on met 200 renforts. C'est le feu en Guyane, on va mettre 2 millions d'euros. Et on met des pansements sur des jambes de bois. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer le GIGN et le RAID. En Martinique, en Guadeloupe, des mecs qui n'ont jamais mis les pieds là-bas, le temps qu'ils comprennent ce qui se passe et qui ne connaissent même pas les rues. Ça, c'est le problème à Mayotte. Ça, vous l'aviez dit, Bakar, souvent que des gens qui arrivaient, et vous dites justement, mais envoyez-nous plutôt des Mahorais qui sont en métropole plutôt que des gens qui n'y connaissent rien, parce que justement, c'est le problème des rues, des endroits et des quartiers. Hein. Mais c'est exactement ça. Ouais. Et ce n'est pas des renforts ponctuels qu'il faut, c'est des renforts pérennes. Il faut que les gens qui arrivent ici restent de manière au moins à moyen et long terme, pour qu'il y ait une connaissance de la criminalité, pour aussi obtenir des renseignements qui vont nous permettre d'anticiper un petit peu. Vous savez, les barrages. Si en amont, on est au courant qu'il va y avoir, parce qu'on a les infos, qu'il va y avoir un barrage là, parce qu'on a des services de renseignement compétents et qu'on a les effectifs qu'il faut, mais les barrages, ils ne voient jamais le jour, puisqu'on va être là. Ouais. Et donc tout ça, vous le faites avec des moyens. Le souci, c'est que quand souvent, ils tentent des pièges. On l'a vu, ils mettent le feu pour les pompiers, ils viennent éteindre, ils jettent le truc. Ils attendent les policiers pour leur jeter. En fait, ça devient des pièges à policiers. Et donc, ça devient très très compliqué le jeu des chats à la souris. Parce qu'en fait, les gamins n'ont pas peur de vous. Ils n'ont pas peur de vous. Mais c'est pour ça qu'on réclame davantage de fermeté. Et c'est pour ça aussi qu'on disait tout à l'heure, attention, parce que si les symboles de l'État, l'autorité de l'État est visée et qu'il n'y a pas une réponse ferme, on risquera, nous, à un moment donné, parce que nous sommes des pères de famille, de faire attention à notre sécurité et on va exposer les Mahorais. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment aujourd'hui urgent que la justice, dans sa globalité, prenne ses responsabilités pour nous protéger tous. Il y a besoin de fermeté dans cette île. Et c'est un message aussi qu'on lance au ministre qui va arriver. Justement, j'allais venir.
Il arrive, le ministre, il va passer, on ne sait pas encore son programme exactement. Justement, quelles sont vos attentes par rapport à ça? Déjà, on va commencer par vous, en tant que responsable de l'Outre-mer. Quelle est l'attente que vous avez par rapport à Mayotte, par rapport à la venue de Dupond-Moretti? Écoutez, M. Dupond-Moretti, c'est pas notre ministre de tutelle, donc non. Voilà, moi j'ai pas la prétention de dire ce qui doit être fait en justice. Nous, ce qu'on constate, Alliance Police Nationale, c'est que on a demandé l'observatoire de la réponse pénale. Parce qu'on constate, nous, au quotidien, que quand nos collègues font le travail sur le terrain, derrière, il y a une absence de peine. Vous l'avez dit il y a 30 secondes, aujourd'hui, ces jeunes n'ont plus peur de vous. Mais c'est normal qu'ils n'ont plus peur de nous. Puisque mettre un coup de couteau à un policier aujourd'hui, on vous place dans un foyer. Donc, où sont les limites? Il n'y a plus de limites. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, si on laisse faire les choses, dans 10 ans, Mayotte va être dans une situation explosive. Alors c'est au ministre de trouver des solutions, qui crée une deuxième prison, qui crée un deuxième centre de rétention administrative, mais surtout, qui disent aux gens qui vont prononcer ces peines d'être fermes, d'appliquer la loi. C'est tout ce qu'on demande. Appliquer la loi. Et donner les peines qui vont avec ces lois. Quand quelqu'un doit prendre 2 ans ferme, eh ben on ne le met pas dans un foyer. Il y a aussi un problème de surpopulation carcérale. Il y a bientôt plus de place à Magicavo. 158 et c'est plein. Les CRA, c'est pareil. 150% de... En fait, mais ça, c'est général. La surpopulation carcérale, c'est général un peu partout. Hein. Mais c'est pour ça que je vous dis c'est un problème de fond. Ouais. C'est pas un problème lié spécialement à Mayotte. L'absence de réponse pénale, on la dénonce sur le territoire national également. Donc je pense vraiment qu'il y a un vrai travail de fond à faire à Mayotte et on ne va pas régler les problèmes uniquement en envoyant plus de renforts ou uniquement en construisant une prison. C'est un ensemble. Là, vous faites le tour depuis une semaine. Après, vous allez faire quoi? Vous allez faire un rapport, rencontrer des gens compétents, peut-être à Paris, je ne sais pas, pour faire avancer le schmilblick, comme on dit. Qu'est-ce que vous allez faire? La personne la plus compétente, à mon goût, est le ministre de l'Intérieur. Donc on va remettre un cahier revendicatif de ces 3 ans qui viennent de s'écouler, de ce qu'on a pu observer. Et on va attendre de notre ministre de tutelle des réponses. Et qui nous apporte des réponses, qu'on règle les problèmes et qu'on essaye d'améliorer le métier de policier, les conditions de travail de policier. Moi, c'est ce qui m'importe réellement au départ. C'est d'abord la condition de travail de mes collègues, d'abord de préserver la population, d'assurer leur sécurité dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, si on ne donne pas les moyens, s'il n'y a pas un gouvernement qui a le courage de faire les choses, on s'en sortira pas. Faire un rapport maintenant, alors que le gouvernement risque de changer dans 5 mois, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Et j'ai envie de vous dire, des rapports, il y en a eu plein qui ont été faits, que ce soit en milieu de mandat, en début de mandat, en fin de mandat. Souvent, les rapports finissent dans des tiroirs. Mais aujourd'hui, c'est notre devoir, nous, syndicats de police responsables, de dire ce qui se passe. Parce que quand les choses vont arriver, quand la situation va être explosive, on ne pourra pas nous reprocher à nous, policiers, d'avoir alerté les pouvoirs publics, d'avoir alerté les élus. Parce que chacun a sa part de responsabilité. Et il y aura un moment donné où il y aura un non-retour. On ne pourra plus faire marche arrière. Donc c'est pour ça que c'est important de rabâcher, de continuer à se battre et de dire attention, ça ne va pas, il faut faire quelque chose. Maintenant, au gouvernement de prendre sa responsabilité. Je ne tire pas à boulet rouge sur ce gouvernement-là, puisque la situation en Outre-mer est le fait de décennies d'abandon et de gouvernements successifs. Et alors, vous parlez de l'ensemble des Outre-mer. Hein. L'ensemble, parce que... Vous avez le problème de tous les Outre-mer. Il n'y a pas un département aujourd'hui en Outre-mer qui n'a pas de problème. C'est-à-dire que ce soit au niveau chômage, on est au-dessus de la moyenne nationale, que ce soit au niveau délinquance. On a 3 départements dans le top 5 des plus criminogènes de France. À quel moment on est sur un même pied d'égalité avec la métropole? À quel moment on a le même niveau de sécurité qu'en métropole? Les gens disent que La Réunion c'est mieux à ce niveau-là que Mayotte. C'est la moins pire. C'est souvent ce qu'on compare, hein, vu qu'on est le plus proche. C'est la moins pire, on va dire. Mais il y a d'autres problèmes. Ce ne sont pas les mêmes problématiques, mais il y en a d'autres. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comparer, on ne peut pas mettre en relation Mayotte. Ils ont tous des problèmes. Le peuple ultramarin, dans son ensemble, souffre de la sécurité. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de tout ça et bon courage pour vous, pour la suite. La suite, c'est quoi? Vous restez encore à Mayotte? Là, c'est fini? Là, vous avez fini Alors, je refais un crochet à l'île de la Réunion. D'accord. Et je pars à Paris là, le 12 décembre
pendant une semaine. On a un congrès national qui se prépare. Et puis, ça va être le temps pour moi de rassembler un peu tout ce que j'ai pu voir et de commencer à rédiger, bon, même si une grosse partie a été faite, commencer à rédiger les choses. On verra les fruits de votre travail si on voit que les choses vont avancer. Je pense que Bakar nous tiendra également au courant. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'accueil. Ce matin. Très bonne journée. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.